Je tiens à vous faire savoir que j'ai non seulement un Ko-fi et un Tipeee, mais aussi je viens d'ouvrir un Patreon. Si vous pouviez me laisser ne serait-ce que 1 €, ce serait grandement apprécié. Je rappelle que je dois remplacer mon matériel audio, alors considérez ce programme comme sponsorisé par vous. Si vous le faites, non seulement vous pouvez demander le sujet de votre choix et vous verrez la vidéo en avance, mais aussi je compte citer au générique les donateurs. Alors, à vous. Dans la société féerique, nous aborderons aujourd'hui leur rôle, c'est-à-dire celui de femme parfaite. La figure de la sorcière déjà était souvent réduite à une figure du foyer, puisque on y voyait souvent cette femme puissante qu'était la sorcière se marier pour l'amour d'un mortel et en devenant femme au foyer devenir en quelque sorte moins puissante que son époux, bien que celui-ci n'ait pas de pouvoir. La tentation existe aussi concernant les fées. D'abord, quand on se penche sur leurs activités en général, elles font tout ce que faisaient les femmes. Et c'est-à-dire la lessive, la cuisine, le ménage, le tissage, le filage, etc. Mais elles le faisaient beaucoup mieux. Voilà, en gros. Beaucoup mieux avec des objets beaucoup plus précieux. Jusqu'à quel point? Eh bien, il y a quelques exemples. Ce n'est pas sans raison qu'existe l'expression « la fée du logis ». D'habitude, on dit ça des bonnes ménagères, mais on attendait de la plupart des fées qu'elles fussent effectivement excellentes aux tâches ménagères quand elles n'étaient pas occupées à mariner les princesses. D'après le révérend Kirk, les fées faisaient cuire du pain, forger et rendaient des services aux habitants des petites collines où elles vivaient. Il y a effectivement beaucoup de témoignages où les gens disent que quand ils avaient de la difficulté à terminer un ouvrage, par exemple de couture ou de tricot, il suffisait de laisser celui-ci à l'entrée d'une grotte où les fées avaient leur habitude, ou d'un cercle de pierre, avec peut-être parfois un paiement comme un pot de miel ou du lait, pour retrouver le lendemain l'ouvrage déjà achevé et à la perfection. Pour ce qui est de cuisiner, on disait aussi qu'elle faisait un pain si bon et parfumé qu'il semblait être de la brioche. Dans le Jura, un fermier et son valet labouraient un champ voisin de la demeure de la tante Ariée, celle qui distribue des jouets aux enfants à Noël. Ils sentirent l'odeur d'un gâteau sortant du four. À l'extrémité du champ, ils trouvèrent en effet un gâteau disposé sur une nappe avec un couteau pour le partager. Il paraît que les deux hommes se régalèrent. Mais il ne fallait surtout pas emporter le couteau en souvenir, comme voulut le faire tante Ariée, car la tante Ariée le gronda de sa grosse voix irritée, et le valet laissa aussitôt tomber le couteau. Les laboureurs qui travaillaient au-dessus de la grotte des Margots-la-Fée, comme on les appelait, en Bretagne, les entendaient parfois dire qu'il était temps de mettre la pâte au four. Il suffisait de leur demander poliment un peu de leur fourner pour trouver au bout du champ un pain encore chaud et une galette fumante. Tous ceux qui ont eu ainsi l'occasion de goûter au pain des fées affirment qu'il n'est pas sur terre de plus grand régal. On les disait aussi bonnes fileuses, comme je l'ai dit avant. Non seulement elles venaient en fait inspecter le travail des ménagères, notamment à Noël, mais en plus, pour elles-mêmes, elles faisaient une toile tellement fine qu'on aurait dit de la toile d'araignée. Dans l'île de Groaguès, existait une caverne où vivait une vieille fée du nom de Groagvor. Un jour, une femme entra et y vit la fée en train de filer. Celle-ci lui dit d'approcher, lui fit cadeau de sa quenouille et lui dit qu'elle n'en tirait que des avantages si elle ne disait jamais à personne de qui elle la tenait. La femme promit, rentra chez elle, et durant des mois, elle fila un fil d'une finesse et d'un raffinement tel que personne n'en avait jamais vu. La quenouille ne diminuait pas, en sorte que cette femme n'était jamais à court du fil merveilleux qu'elle en tirait. Un jour, cependant, une voisine lui demanda d'où elle tenait un aussi beau fil, et sans réfléchir, la femme lui révéla qu'elle la tenait de la vieille Groagvor.
Non seulement aussitôt la quenouille magique disparut en fumée, mais aussi tout l'argent du profit que cette femme avait pu faire avec. Oui, c'est ballot, mais c'est comme cela que nous connaissons l'histoire. En dehors de la cuisine, du filage et du jardinage donc, l'une des occupations préférées des fées était la lessive. Oui, ce n'est pas glamour, mais néanmoins on disait que quand elle allait le laver à la rivière ou dans l'étang, leur linge était si blanc qu'il en était aveuglant. Il suffisait encore une fois de laisser asseoir son linge à l'entrée des demeures des fées avec un peu de nourriture pour le retrouver le lendemain d'une beauté, d'une blancheur éclatante. Parfois même si l'on plongeait une pièce de linge dans certains étangs dont se servaient les fées, il ressortait d'une blancheur immaculée. On prétendait que les draps plongés dans les eaux du lac de Narlé blanchissaient sans lessive ni savon. Quant au mont de l'Aiguille, dans les Alpes, qui fut au Moyen-Âge le tout premier que des êtres humains osèrent escalader, c'est-à-dire la technique de l'époque, ils n'avaient pas de cordes, mais ils avaient des échelles. Ce mont, donc, on prétendait qu'à son sommet, les fées faisaient sécher leur lessive, et pour cause, personne n'avait jamais pu monter là-haut. Ce n'était pas accessible à pied. Ce fut en outre pour démythifier en fait ce sommet que la première ascension fut tentée. Dans la grotte des Fayettes, c'est-à-dire un mot qui veut dire fée aussi dans le Forez, on voyait distinctement des fées battre leur linge au battoir. Au lever du jour, si un indiscret les surprenait, elles se dispersaient aussitôt et parfois oubliaient l'un d'leurs battoirs qui était fait d'or massif. Eh oui. Non, parce que les femmes mortelles utilisaient des battoirs en bois forcément pour leur lessive. Mais celui des fées était en or. Voilà, elle dit, elle faisait tout comme les femmes, mais en mieux. Il arrivait aussi parfois que des paysans entendent des voix qui leur demandaient de leur prêter leur charrette dont elles avaient besoin le lendemain. En comprenant que c'était là une demande des fées, ils acceptaient en abandonnant la charrette au bord de la route. Non seulement ils la retrouvaient toujours au même endroit le lendemain matin en parfait état, mais si par hasard il y avait une quelconque avarie, elle était réparée avec de l'argent pur. Forcément, c'était tentant d'accepter de prêter sa charrette. Dans l'Ariège, des fées avaient également l'habitude de laver le linge avec un battoir d'or, mais on dit que depuis la christianisation de la région, elles l'ont abandonné au fond de leur grotte. Personne n'est jamais allé le chercher parce que, pour le trouver, il faut y aller seul à minuit et sans lumière. Donc difficile d'y voir quelque chose. Quant à savoir s'il fallait ou non déranger les fées dans cette tâche, ça, les récits divergent à chaque fois. Certains disaient qu'il ne fallait surtout pas les surprendre parce qu'on était poursuivi par la malchance à tout jamais. Si on osait toucher leur linge, on peut souvent se retrouver pétrifié dans un instant. Mais au contraire, si on leur volait une pièce de linge, on pouvait devenir riche à jamais. Et puis, on dit aussi que beaucoup d'entre elles, comme les Margot la fée, pouvaient tordre et briser les bras des passants qui venaient les aider à tordre leur linge, exactement finalement comme les lavandières de minuit dont j'avais parlé. Ajoutez-y qu'une fée est toujours belle et qu'elles ne connaissent apparemment pas la jalousie. Si elles ont un amant mortel, leur mari ne s'en formaliserait pas. Que là, vous comprenez mieux ce que je veux dire par femme parfaite, aux yeux des mortels de sexe masculin, bien entendu. Mais au fait, puisque j'ai mentionné les maris, les fées en avaient-elles? Ça existe, un garçon fée? Eh ben, il semblerait que oui. Leurs noms tendent à diverger selon les versions. Par exemple, on dit les sirènes pour l'espèce en sens large, et on ne sait pas trop comment appeler les mâles. Certains disent les tritons, c'était le nom d'une divinité, d'autres disent c'est plutôt les sirins. Pour ce qui est des fées, certains disent que les mâles s'appellent des fatis, des fétos ou encore des fées, sans eux à la fin, mais ça s'entend pas vraiment. Il y a aussi le terme d'homme moineau qu'on entend
dans l'un des films de la fée Clochette, dérivé lui-même de fée moineau, ou Sparrow Fairy en anglais, qui désigne de manière précise les mâles de l'espèce des Pillywiggen ou Pixies. Mais puisqu'il existe donc des fées moineaux, pourquoi n'entendons-on si peu parler? En fait, c'est simple. Eux n'auraient aucun pouvoir, contrairement à leurs compagnes. C'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait qu'ils ont été tellement en marge de l'histoire, comme le sont les femmes dans l'histoire humaine, finalement. Ce à quoi ils servent au quotidien pour leurs compagnes? Leur faire des enfants, chasser et pêcher. Ce serait à peu près tout. Donc, voilà pourquoi vous n'entendez peu parler, à l'exception de leur roi, le roi fée Oberon, dont j'avais parlé déjà. Mais on ne connaît pas vraiment de représentants célèbres de l'espèce en dehors de lui. Il semblerait, la plupart du temps, que les fées aient presque plus d'intérêt, ou d'envie en tout cas, d'épouser un être humain. Il peut y avoir une raison derrière cela. On prétend que les fées sont dépourvues d'âme humaine et qu'elles en acquièrent une avec la possibilité de rejoindre le paradis si elles épousent un humain. C'est en tout cas de ce dont il était question dans la version originale de La Petite Sirène d'Andersen, et c'est là l'une de ses motivations. Mais il se peut aussi qu'elle décide tout simplement qu'elle trouve les humains irrésistibles, bien entendu. Bien entendu, car cela flatte l'ego du mâle humain. Mais sachez qu'un mariage entre une fée et un mortel, ça finit toujours mal en général. Parce que, pour que cette union puisse fonctionner, il y a toujours un interdit à respecter, voire plusieurs. Un interdit qu'il ne faut en aucun cas outrepasser, si absurde semble-t-il. L'époux promet toujours, et en général il tient parole pendant des années, mais un jour, par simple distraction ou par colère, il outrepasse à tous les coups. Et savez-vous ce qui se passe ensuite? Non seulement sa femme repart et la reverra plus jamais, mais il peut arriver aussi que, dans la foulée, elle prenne avec elle ses enfants et ou sa dot, c'est-à-dire à peu près tous les objets qu'elle a apportés avec elle en arrivant, et qui la suivront dans le royaume des fées. Il se peut qu'elle parte aussi pas de gaieté de cœur, elle y est obligée, mais c'est une sorte de loi immuable. J'avais déjà raconté la légende de la fée Yuki Onna. Son mari d'ailleurs ne savait pas qu'elle était Yuki Onna, mais il a quand même outrepassé un interdit. Il avait raconté à quelqu'un d'autre, entre guillemets, c'est-à-dire sa femme elle-même en l'occurrence, comment il l'avait rencontrée sous la forme de Yuki Onna. Il avait donc menti, et plutôt, il avait rompu sa promesse. Yuki Onna ne partit pas avec ses enfants juste par égard pour eux, mais elle avait quand même disparu à tout jamais. Et c'est pareil pour énormément de fées. Tout d'abord, même sans mariage, qu'on ne songe même pas à les tromper. Tout d'abord, il y eut l'histoire de la nymphe de Stauffenberg. Plus précisément, elle était une ondine, c'est-à-dire une fée des eaux. Elle aurait dû épouser le chevalier de Stauffenberg, mais ce dernier, peut-être pas qu'il était forcément volage, mais qu'il avait peur qu'elle ne soit une diablesse finalement, décida de rompre les fiançailles et d'épouser une autre femme. Le jour du mariage, la nymphe se manifesta, paraît-il, en faisant apparaître sa jambe au milieu des convives. Le geste n'était pas courant à l'époque, c'était pour dire « Regardez ce que ce crétin a laissé tomber ». 3 jours plus tard, on dit que le seigneur de Stauffenberg mourut brusquement. Ça, c'était ce que vous risquiez si vous repoussiez une fée. Et qu'en était-il de ces nombreux interdits? Cela varie selon les histoires. Selon certains, l'époux humain doit absolument éviter de critiquer ou de dire du mal d'une quelconque manière du peuple dont est issue sa femme. Il y a aussi une interdiction formelle de l'appeler par son nom. Je suppose qu'il faut user de périphrases. De rappeler, ou même de révéler à quiconque, son origine surnaturelle aussi. Il ne faut pas non plus révéler son existence à autrui comme dans le lait de Lanval. Lanval ayant laissé échapper à la cour du roi Arthur qu'il avait une bien-aimée encore plus belle que la reine Guenièvre, ce qui semblait une vantardise incroyable. La fée le laissa d'abord tomber pour avoir menti, mais le lait de Lanval est une des rares exceptions où Lanval donc fut finalement pardonné, et quand la fée se présenta,
ont vu qu'elle était encore plus belle que Guenièvre, ce qui était, paraît-il, pas facile, quand je vous dis que c'était la femme parfaite. Il ne faut pas non plus prononcer devant une fée certains mots, certaines phrases. Ainsi, le seigneur d'Argouges, dans le centre de la France. Il épousa une fée qui exigea qu'il ne prononce jamais en sa présence le mot « mort ». Et son mari tint parole pendant plusieurs années. Mais un jour où cette fée était restée un peu trop longtemps à se toiletter, son mari lui fit ce reproche. « Madame, vous seriez pour la mort une messagère idéale, car vous mettez bien du temps à vous acquitter de vos tâches. » La fée poussa un cri de dépit et s'enfuit achamée. Après avoir frappé de ses 2 poings à la porte du château, on peut encore voir aujourd'hui ses empreintes. C'est courant d'ailleurs, il y a beaucoup de marques de pieds ou de mains quelque part, quand on dit que c'est un coup laissé par une fée qui est alors fabuleusement forte. Il fallait également parfois éviter de conduire une fée sur l'eau ou de la toucher qu'un objet en fer qu'elle ne supporte pas, comme je l'ai dit. Ou alors il ne fallait pas la frapper, et je ne dis pas la battre, mais vraiment la frapper, ne serait-ce que sans le vouloir. C'était arrivé ainsi à une elfe. Une elfe qui avait épousé un Irlandais. Elle lui dit « Tu devras éviter de me frapper 3 fois ». Cela fit bien rire son mari. Il avait beaucoup plus envie de la couvrir de baisers que de coups. Tout allait bien pendant 18 ans, pendant lesquels ils eurent de nombreux enfants. Et comme souvent, la beauté de l'elfe ne se fanait pas. Elle était même encore très appétissante quand, un jour, elle montra à son mari des nouveaux atours qu'elle s'était achetés. Il la trouva si jolie là-dedans que, sans réfléchir, il lui mit une claque sur les fesses. Oui. Ce n'était pas du tout violent, mais cela comptait comme un coup. Plus tard, 1 an après, ce pauvre Irlandais montrait à son fils aîné comment manier le gourdin, une arme courante à l'époque. Alors qu'il levait à haut le gourdin au-dessus de sa tête pour lui montrer, sa femme passait derrière lui à ce moment-là et se prit un coup sur la tête. Il n'avait pas fait exprès, mais ça comptait quand même. Et là, l'époux fut tellement furieux qu'il maudit le gourdin, le lança contre le mur et, oui, gag, le gourdin retomba à nouveau sur sa femme. Et cela compta comme le 3e coup. Dépitée, parce que oui, elle n'avait pas envie de s'en aller pour autant, l'elfe dut néanmoins obéir aux lois, son royaume. Elle dit adieu à son mari et à ses enfants, puis repartit, suivie, car ils se mirent à marcher spontanément, de tous les meubles qu'elle avait apportés à son mariage, et aussi par le veau et l'agneau qu'on venait d'égorger, de préparer, y bondirent sur leurs pattes, bien qu'étant plus que de la viande, et suivirent l'elfe jusque sous l'un des tertres sacrés où habitait sa famille. Les plus exigeantes étaient les fenêtres, des grandes romantiques, toujours prêtes à se jeter, paraît-il, au cou du premier homme venu. C'étaient elles aussi des fées des ondes, et elles, ce qu'elles exigeaient, eh bien, accrochez-vous. Leur mari ne devait jamais les toucher avec du fer ou les heurter, même d'une légère pitchonnette, ni siffler la nuit en leur compagnie, ni les entraindre trop fort, ni fumer, ni les appeler par leur nom, ni jurer, ni les exposer au soleil, ni les obliger à compter au-delà de 5, ni bâiller d'ennui en leur présence, j'imagine, ni retourner voir leurs parents, ni parler d'autre chose que d'amour. Comment pourrait-on supporter tout cela? Eh bien, elles étaient, paraît-il, très riches. Ça aide beaucoup. L'une de ces fenêtres, on appelait une Janotte de la Loire, elle était séduite par un jeune homme. Elle lui dit « Ne t'inquiète jamais de savoir si je mange ou si je ne mange pas, si je bois ou si je ne bois pas. » Il promit. Ils eurent, en 20 ans, 6 enfants. La dame se tenait toujours à table avec sa famille. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas, mais emportait toujours les restes dans sa chambre. Jusqu'au jour où le mari eut la curiosité déplacée de regarder par la serrure et de regarder ce qu'elle faisait. Il vit comment sa compagne se nourrissait, par un trou qu'elle avait dans le dos. La fée s'en aperçut et sortit précipitamment en criant « Misérable, tu as fait notre malheur à nous deux !» Cette histoire doit vous rappeler celle de Mélusine, bien sûr. Encore une fois, elle avait fait promettre à son époux de ne jamais la voir les samedis. J'avais expliqué qu'elle était, en fait, déjà
La fille d'un couple mixte. La fée Persine et le roi Élinas. Persine a fait promettre à son mari de ne pas la voir au moment de ses couches. Mais il entra quand même dans sa chambre alors qu'elle était occupée à baigner les filles triplées qu'ils avaient eues ensemble. Ils ne se revirent jamais plus. Plus tard, Mélusine et ses deux sœurs crurent bien faire en enfermant leur père, le roi Élinas, sous une montagne, pour avoir failli sa parole. Mais cela leur valut de se faire maudire par leur mère Persine. Dans le cas de Mélusine, cela fut d'avoir le corps d'une vouivre tous les samedis, c'est-à-dire les jambes changées en queue de serpent. Elle fit donc jurer à son mari Raymondin de ne jamais la voir les samedis. Mais celui-ci fut poussé au doute par son frère, qui pensait, et beaucoup de gens comme lui d'ailleurs, que Mélusine, ces jours-là, le trompait avec quelqu'un d'autre. Raymondin aussi donc l'espionna par un trou de serrure, vit qu'elle était une vouivre. Deux ailes poussèrent à Mélusine qui, poussant un grand cri, partit par la fenêtre et ne revint jamais plus. C'est finalement peut-être pas plus mal que les fées existent aussi, les fétos je veux dire. Parce que sinon, avec tous ces interdits à tenir, je ne sais pas si les ménages féeriques se tiendraient bien longtemps. Je pense qu'il s'agissait de décourager ces unions, parce que l'avantage d'épouser de mortels, tout de même pour les humains, c'était qu'il n'y avait pas d'interdit à respecter avec elle, et qu'elle ne partirait pas du jour au lendemain. Faire les tâches ménagères, épouser des mortels, est-ce là tout ce qu'on attendait des fées? Oui. Je reconnais que la vision est patriarcale, bien que la société des fées en elle-même soit censée être matriarcale. Sur ces bonnes paroles, j'espère que ces histoires vous auront plu et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee, du Ko-fi et du Patreon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre d'éternelle lumière. Au revoir, imprudent mortel.